Salut tout le monde, la Maison du Grenat vous salue. On va parler de l'avant-match de Metz contre Monaco, premier match de la saison à domicile pour le FC Metz, match qui va avoir lieu le 17 août à 20h. Je suis avec Grenat Forever, comme d'habitude, pour qu'on puisse parler de ce petit match sympathique qui nous attend. Salut Grenat Forever. Salut Monsieur Socket, bonsoir à la communauté messine. Et donc on va se faire un petit avant-match. Alors le premier, ça devait être le deuxième avant-match de la saison, mais on a eu quelques petits problèmes techniques sur la première tentative avec le match de Strasbourg. Mais donc là, c'est officiellement le premier avant-match de la saison 2019-2020 pour la Maison du Grenat. Et on va parler donc de ce match Metz-Monaco qui aura lieu en 3 parties. Première partie, on va parler de Metz principalement, où on va essayer de voir comment Metz va jouer contre Monaco. Donc on va parler un peu tactique, on va parler un peu de 11 de départ aussi. Deuxième partie, on va plus voir ce qui se passe à Monaco parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Monaco en ce moment. La semaine du 12 août est une semaine assez compliquée à gérer pour eux du fait d'un mauvais début de saison, mais aussi de nombreux mouvements dans le sens des départs, mais aussi des arrivées. Donc on va essayer de voir si ces éléments-là vont avoir un impact ou non sur le match du 17 août. Et enfin, on va terminer cet avant-match avec un petit peu de pronostic. Grenat Forever et moi-même allons donner un peu nos pronostics avec un score éventuellement. Et comme vous le savez peut-être, il y a une compétition qui s'installe entre Grenat Forever et moi-même jusqu'à la fin de la saison. Et le perdant aura un gage satanique à réaliser. Autant vous dire que ça va être assez extraordinaire. Monsieur Grenat Forever, avant que nous commencions à aller sur l'avant-match, petite information. Au moment où nous faisons ce podcast, nous venons d'atteindre les 150 subscribers sur la chaîne. Magnifique, donc on vous dit tout simplement merci de nous soutenir. Vous êtes de plus en plus nombreux également sur les réseaux sociaux et on apprécie énormément votre présence et votre soutien. Et donc ce qui fait que c'est le premier podcast avec cette barre des 150 subscribers. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner ou tout simplement mettre un commentaire sur cet avant-match. Ça nous aide grandement et c'est gratuit. Partons tout de suite vers la première partie sur le FC Metz. On va donc parler du FC Metz et de la façon dont le FC Metz doit jouer lors de ce match contre Monaco. Puisque, petit rappel vite fait des différentes choses dont on doit garder en tête. Le match nul contre Strasbourg a donné quelques enseignements par rapport aux 11 potentiels que tu peux aligner face à Monaco. À noter que Endoram, et c'est assez important, qui était titulaire dans le match contre Strasbourg lors de ce 1 partout, ne pourra pas jouer ce match contre Monaco car comme d'habitude comme il est prêté par l'AS Monaco, généralement quand on prête un joueur à un autre club, si les deux clubs s'affrontent, il y a toujours une clause qui fait qu'ils ne peuvent pas, que le joueur ne peut pas jouer contre son ancien club, c'est-à-dire le club qui l'a prêté. Quand ce prêt est sans option d'achat. Hein. Oui, quand ce prêt est sans option. Oui, bien sûr. Donc ce qui fait qu'il y aura peut-être un petit peu de changement. Grenat Forever, si je mets, donc là vous allez avoir à l'écran normalement le dernier 11 contre Strasbourg. Que penses-tu du 11 que Metz doit aligner parce qu'il y a beaucoup d'interrogations de la part de la communauté messine sur les joueurs que l'on doit mettre en place. Moi je vais pouvoir vous donner mon 11 et après on pourra en discuter. Ou qui déjà dans les buts. Ça sans grande surprise évidemment. 111 à droite. Sun Tzu avec John Boy. Ah oui, parce que ça c'est un changement majeur peut-être. C'est un changement majeur et j'en reviendrai après. Je pense que Boy va reprendre sa place vu la performance de Fofana hier. Et par gage de sécurité, donc voilà. Delaine à gauche.
Là, dans le milieu à 3, Maïga va garder sa place en 6 parce qu'on aura le temps d'en reparler, mais c'est peut-être l'homme du match. Pour moi, c'est mon homme du match d'hier, donc il est incontournable en 6. Alors, précision, hier, quand tu dis hier, hein, évidemment, le match de Strasbourg, puisqu'au moment où on fait ce podcast, on est le lendemain du match contre Strasbourg. Avec évidemment l'indéboulonnable Renaud Coad. Et là, vu ce qui s'est passé et les circonstances, je pense que du coup, à la place de Kevin Endoram, comme Socket vous l'a expliqué, qui ne sera pas présent, je pense qu'on risque de voir du Victoria Angban. Et donc peut-être pas du Marvin Gakpa comme certains l'ont souhaité après le match contre Strasbourg. Non, je ne pense pas. Après, je vais l'expliquer. Bien sûr. Et devant Nget à gauche, Habib reconduit parce qu'il a fait plutôt une bonne performance hier. Et là, je pense qu'il va tenter l'option Ibrahim Niane sur un côté. Ouh. Avec Habib Diallo, d'entrée de match, à la place de Farid Boulaya. Toujours d'après les événements qu'on a vus lors du match Strasbourg-Metz qui me font penser que Vincent Oignon va aligner ce trio d'attaque. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu fais partie de beaucoup de personnes qui pensent que Niane devrait être aligné titulaire dans ce match. Il faut quand même noter une chose assez importante, et ça c'est une remarque qu'on avait fait sur les réseaux sociaux, Grenade Forever, c'est que on réussit quand même un super début de deuxième mi-temps contre Strasbourg avec le même 11 que l'11 de départ. Mais bien sûr, c'est pas une question qu'on ne vienne pas me parler des changements de Vincent Oignon qui ont lieu à la 75e minute, alors qu'avant il se passe 20 minutes où le FC Metz est déjà très bon. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui selon toi fait que... alors on peut comprendre le fait d'omettre John Boy, puisque John Boy fait partie de la charnière défensive titulaire de la saison dernière. Voilà. On peut s'interroger sur le choix de mettre Angban plutôt que Gakpa, voire pourquoi pas ne pas mettre Fofana en 6. Moi je pense que là malheureusement... Oui, mais juste pour terminer, et mettre Maïga un peu plus haut, et aussi de s'interroger sur pourquoi, d'après ce que tu dis, mettre plutôt Niane titulaire alors qu'au final Farid Boulaya l'était au moment de l'ouverture du score du FC Metz. Bien sûr, je pense parce que Niane, ce qu'il a montré en 20 minutes, mais ça on aura le temps d'en parler, j'ai trouvé vraiment très incisif et donc pour moi il mérite de commencer. Farid était un peu dans le dur tout le match par rapport aux deux autres compères du trio, c'est celui qui a un peu le plus pâti en deuxième mi-temps, j'ai trouvé. Maïga, je n'ai pas envie de le voir un cran plus haut vu ce qu'il nous a montré en 6. J'ai déjà trouvé qu'en Strasbourg, ça avait été le seul à surnager en première mi-temps, donc je le laisserai à ce poste-là. Et malheureusement, c'est au détriment d'une personne que j'aime bien, c'est Mamadou Fofana, qui risque de faire les frais de cette réorganisation un peu défensive et au milieu de terrain. Mais bon, c'est un choix de riche, donc voilà. Oui, parce que évidemment, tu as un milieu de terrain qui est très très dense. On le savait de toute façon que ces histoires de choix de milieu de terrain, elle est très compliquée du fait de la densité que tu as en termes de nombre. Je sais que la qualité fait beaucoup débattre dans la communauté messine, mais en termes de quantité, c'est quand même assez dense. Sinon, effectivement, si je dois te poser un peu vite fait une dernière question par rapport à ce 11 dont tu nous parles, Angban plutôt que Gakpa? Angban plutôt que Gakpa parce que pour moi le milieu, on va en parler de Monaco après, le milieu de terrain de Monaco étant très friable, surtout leur ligne de milieu récupérateur, pour moi il faut gagner cette bataille du milieu et donc je rajouterai de la densité physique avec Angban, mais après c'est toujours pareil, ça va dépendre de la façon dont Metz va monter son bloc. Si on décide de jouer haut comme en deuxième mi-temps contre Strasbourg, on risque vraiment d'emmerder Monaco avec ce trio que je vous ai cité, mais si on joue aussi bas qu'en première mi-temps, ça n'aura servi à rien cette carte en banc. Donc ça dépendra du style de jeu de Metz. C'est toujours pareil. Oui, on en revient à ce qu'on disait sur l'aspect tactique, de savoir que
Première mi-temps contre Strasbourg, même si les consignes selon Vincent Aignan étaient de jouer haut, n'ont pas été, non, excuse-moi juste pour terminer, n'ont pas été appliquées et ont été réellement appliquées qu'en deuxième mi-temps. Vas-tu jouer comme ça contre Monaco? En tout cas, Vincent Aignan a dit que tactiquement, il n'avait pas à changer de la première à la deuxième mi-temps lors du match à Strasbourg. C'est les joueurs qui ont pris conscience qu'ils avaient joué trop bas à cause d'une certaine peur et appréhension et qu'ils ont décidé tous ensemble de remonter le bloc. Mais est-ce que selon toi est-ce que selon toi contre Monaco, en l'état actuel des choses, c'est possible de jouer haut? Enfin, pas de jouer forcément haut, mais tu vois, de jouer beaucoup plus compact au milieu de terrain pour essayer de récupérer des ballons et de jouer sur le jeu de contre. Moi, je pense que oui. Pour moi, la première mi-temps de Strasbourg, elle est passée. C'était une première mi-temps, on a eu peur, on s'est fait rentrer dedans, il y a eu de l'appréhension. Cette appréhension passée, je pense qu'on va entamer le match comme on a entamé la deuxième mi-temps à Strasbourg contre Monaco. On sait que de toute façon, on n'aura pas la possession, je pense, contre Monaco. Et donc, on risque de retrouver une physionomie qu'on a eue l'année dernière en Ligue 2. Et si on a un bloc qui est compact, on peut leur faire très mal, sachant leurs gros problèmes défensifs au milieu de terrain. Et on en viendra dans la prochaine partie. Non, je suis d'accord, ça se tient. Mais c'est pour ça que du coup, je privilégie la carte Ibrahima Niane, que je sens plus incisif et un peu plus en jambes que Farid sur ce début de saison et ce début de préparation d'avant-saison. Oui, je vois. Donc, c'est intéressant que tu parles d'aligner Niane titulaire avec Habib Diallo titulaire également, puisque au final, on se demandait, et c'était la question légitime que tout le monde se posait avant le début de la saison, est-ce qu'on doit mettre Niane ou est-ce qu'on met Habib Diallo? Là, de ce que je t'entends dire, maintenant la vraie question est de se dire, est-ce qu'on ne doit pas aligner les deux en même temps? C'est la question qui est en train de se poser. Après, on va me dire que l'année dernière, ça n'a pas souvent fonctionné les deux ensemble. C'est ce qui est vrai. Quand ils sont alignés en début de match, ça fonctionnait quand les deux étaient alignés une demi-heure, quand l'un ou l'autre rentrait en deuxième mi-temps. C'est vrai. C'est vrai. Mais je suis tenté d'essayer ce duo. Pas de réessayer. Voilà, oui, c'est ça. De réessayer ce duo qui, je pense, peut faire des dégâts. Peut faire des dégâts. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. En tout cas, ça nous permet, comme on se disait que, compte tenu des faiblesses que pouvait avoir Monaco, les options que tu évoquais pouvaient être assez intéressantes. Cela va nous permettre de passer à la deuxième partie sur l'AS Monaco. On parle maintenant donc de l'AS Monaco. Alors la question, est-ce que l'AS Monaco est prenable, oui ou non? Grenat Forever, la question est pas simple quand même, et avant que je te laisse y répondre, quelques petits éléments pour un peu poser le décor sur l'AS Monaco. L'AS Monaco qui a perdu son premier match 3-0 à domicile contre Lyon. Lors de la première journée, donc le premier match de la première journée, puisqu'ils ouvraient le bal. Il faut prendre en compte également que dans une moindre mesure, il y a eu également des changements en interne, alors qui effectivement ne sont pas forcément si impactants que ça, mais quand même départ annoncé du directeur sportif Michael Emenalo, qui, il est vrai, depuis le mercato 2018 de l'AS Monaco, qui était assez catastrophique, avec des arrivées comme par exemple Aoulou, Chadli, Golovin, Grand Cyr, qui ont malheureusement tous foiré à Monaco, a perdu du pouvoir et a quasiment eu plus vraiment de décisions majeures. Il n'empêche qu'on parle quand même de certains joueurs comme Golovin qui sont toujours dans l'effectif. Ce qui peut quand même interroger sur est-ce que son départ va avoir un impact ou pas. Même si certains peuvent penser que c'est relatif. Et lié à cela, il y a deux choses à retenir plus directement par rapport au FC Metz. Premièrement, Fabregas ne jouera pas, puisqu'il a écopé d'un carton rouge lors du match contre Lyon.
ce qui fait que normalement d'office il prend un match minimum, après il va passer en commission. Oui, il est suspendu automatiquement. Voilà, il est suspendu automatiquement par rapport au match face au FC Metz. Et deuxième élément pour terminer, et après je te laisse la parole, Grenade Forever, beaucoup de mouvements actuellement au sein de l'AS Monaco. Au moment où on tourne ce podcast, des rumeurs insistantes font état de l'arrivée de Wissam Ben Yedder, potentiellement dans un transfert impliquant Ronny Lopez qui partirait à Séville et donc Ben Yedder qui arriverait à Monaco. Il faut noter aussi que y a eu également une arrivée qui a été annoncée tout simplement le jour même, donc où on tourne ce podcast, le 12 août, l'arrivée de Henri Onyekuru également. Donc beaucoup d'éléments beaucoup de départs arrivés potentiels. Le départ de Falcao a été aussi évoqué. Notamment, bien sûr. On en a parlé notamment par rapport à Galatasaray, ce qui fait que le FC Metz va jouer le 17 août contre Monaco. Ils vont jouer contre une équipe qui a quand même de grandes incertitudes. Une bête blessée qui a de grandes incertitudes quand même par rapport à son 11 qui va aligner, en plus de tous ces défauts que tu as mentionnés notamment lors de la première partie. Monaco est-il prenable, Grenade Forever, oui ou non? Monaco est prenable, mais ne se détrompons pas, Monaco reste le favori de ce match. Il faut redescendre un peu relativiser, redescendre sur terre. Monaco restera le favori vu quand même la qualité des joueurs que tu viens de me citer, la qualité de l'effectif, bête blessée ou pas bête blessée. Mais ce Monaco-là est prenable. À l'instant T, ce Monaco-là est prenable pour le FC Metz. Il est prenable. Alors il y a quand même deux éléments qui ont un peu tapé dans l'œil de beaucoup de personnes. Tout d'abord par rapport au poste d'avant-centre, parce que Monaco a aligné Foster à la pointe de l'attaque contre Lyon, qui était un véritable échec. Bien sûr, mais là aussi la réponse, c'est que Falcao et Golovin reviennent de suspension et ils seront là contre Metz. Sauf si Falcao entre-temps part. Sauf si Falcao part, mais sinon, ça fait quand même 2 retours que je considère comme majeurs. Ah oui, non mais bien entendu. Après, il y a donc l'aspect offensif qui interroge un petit peu. Là où par contre on a de bons espoirs pour nos Messins, c'est par rapport à derrière, parce que Monaco a un immense chantier qui était déjà bien pesant la saison dernière et qui là, au vu du match contre Lyon, semble se confirmer. Tu vois que derrière c'est toujours pas une assurance. Au poste de numéro 6, on a eu Gemerson qui semble pas être aussi la plus grande idée. Ils n'ont personne. C'est là qu'il va falloir en profiter, c'est qu'en 6, ils n'ont personne. Et surtout par rapport à la défense, je rappelle, vous pouvez aller revoir le but de Lyon contre Monaco, le premier sur coup de pied arrêté. Quand tu sais les joueurs de tête que tu peux avoir, et d'autant que ça a du sens si tu alignes aussi Nian dans ton 11 de départ, t'as quand même des joueurs qui peuvent avoir une petite présence quand même sur les coups de pied arrêtés, quoi. Bien sûr. Après, Monaco devrait récupérer normalement Camille Glick pour samedi, qui leur donnera quand même une certaine assurance derrière. Mais il a joué Glick contre Lyon. Ah, je pensais qu'il n'était pas là. Ah si là. Alors évidemment, vous l'avez certainement vu, donc il y a le 11 du dernier match contre Lyon pour l'AS Monaco, avec une défense Aguilar, Glick, Panzo et Ballo-Touré. Ouais. C'est le jeune anglais qui a fait, selon Jardim, forte impression en pré-saison. Ouais, mais cet ensemble a eu de graves difficultés contre Lyon, ce qui peut quand même rassurer, enfin pas rassurer Metz, mais se dire que tu peux marquer quand même, en espérant compter sur le réalisme encore comme d'habitude d'un mec comme Habib Diallo qui a fait quand même un bon début de championnat au final. C'est leur milieu, le fait de Monaco de jouer en 4-4-2, en plus sans Fabregas qui avait été remis un peu dans ce milieu en double pivot à côté de Gemerson, sans Fabregas, là ça va être un peu le néant. C'est vraiment une grosse incertitude quand même, Monaco, à la fois par rapport aux joueurs qu'ils possèdent actuellement, mais aussi aux joueurs qui vont peut-être avoir, et alors on sait pas comment ça va être, mais alors on parle peut-être que,
Oui. Pardon, Ben Yedder n'est toujours pas joueur de Monaco, le sera peut-être d'ici mercredi, jeudi, vendredi, voire samedi. Peu de chances qu'il soit aligné contre Metz, ou alors en tout cas peut-être qu'il va rentrer en jeu. Faut noter Peu de aussi chances qu'il soit aligné, mais beaucoup de chances qu'il soit à Monaco quand même. bien sûr, oui. Même si Ben Yedder a eu des difficultés dans sa préparation aussi d'avant-saison avec Séville, donc t'as quand même le début de saison de l'AS Monaco, c'est un véritable chantier, on peut le dire. Metz peut profiter de ce chantier-là pour essayer à minima de récupérer un point. Ce qui compte tenu du calendrier quand même que t'as au mois d'août, avoir 2 points après un derby à Strasbourg et la réception de Monaco serait quand même déjà pas trop mal. On aurait signé dès demain avant saison. Hein. Voilà. Après, si tu peux choper une petite victoire courte. C'est pour ça qu'il faut qu'on impose nous notre jeu et pas se laisser submerger parce que sur le papier on rencontre l'AS Monaco. Hein. Oui, bah ça après c'est toujours la question qu'on a un peu évoquée au niveau tactique, hein, bloc compact, où est-ce que tu dois faire le jeu. Mais moi je suis confiant sur le fait qu'on est capable de reproduire ce qu'on a fait en deuxième mi-temps à Strasbourg, le reproduire contre Monaco à domicile. Bah si on est mieux armé physiquement que Monaco en face en deuxième mi-temps, ce qui est un peu notre force depuis la saison dernière, ce qui semble à nouveau se confirmer là contre Strasbourg. Ouais, ça peut être même une deuxième mi-temps, hein, pareil aussi intéressante, en espérant pas choper un but dès la première mi-temps, ça serait bien. D'où le fait que le retour de John Boy avec son collègue Sun Tzu risque quand même de mieux stabiliser cette défense. Surtout face à une attaque de Monaco qui, on le rappelle, hein, même si Falcao ne sera là ou pas là, on sait pas. Pareil pour Ben Yedder, il te reste quand même à gérer. L'attaque fait peur quand même. Hein. Gelson Martin, c'est Ronny Lopez. Voilà. Voilà. Après, il faut et Onyekuru et aussi Onyekuru. Onyekuru risque d'être le remplaçant de Ronny Lopez. Donc, oui. Jouerait à sa place. Bien sûr. Mais l'attaque monégasque me donne certaines sueurs froides et il va falloir être costaud quand même derrière. Hein. On est d'accord. Ce qui nous amène donc à la troisième partie, on va parler pronostic. Parlons pronostic donc avec Grenade Forever. Alors pour rappel, vu que ça n'a pas été enregistré notre pronostic de l'un ou de l'autre pour le match de Strasbourg, mais vous pouvez le retrouver sur Twitter. On avait chacun donné nos pronostics pour la rencontre contre Strasbourg. Tu avais donné Grenade Forever le score de 2-1 pour le FC Metz. J'avais donné le score de 0-0 pour entre les deux équipes, ce qui fait que, alors pour expliquer le barème, si on a le bon résultat entre guillemets entre victoire nulle ou défaite, ça rapporte un point, et si on a le score en plus du point que rapporte l'issue du match, la bonne issue du match, on récupère 2 points en plus. Ce qui fait que pour la première rencontre, j'obtiens un point vu que j'ai pronostiqué un match nul. Pas le bon score, mais un match nul. Et toi, Grenade Forever, tu as 0. Pour le match contre Monaco, Grenade Forever, je t'écoute. Pronostic. Un partout. Donc tu vois un match serré. Match nul, un but partout. Tu signes pour le match nul. Ouais, avec, je pense, un peu de ce qu'on a vu dans le match Brest contre Toulouse. Un premier match à domicile pour les Grenats qui vont faire une première mi-temps, je pense. Une très bonne première mi-temps où on va mener 1-0. Et mon buteur, ça va être du coup Ibrahim Magnan, hein, parce que comme je le vois titulaire, je pense que ça va être lui qui va ouvrir son compteur. Et je pense qu'on va, paradoxalement, je pense qu'on va un peu peut-être pêcher par manque de précision en deuxième mi-temps. Et je vois bien une égalisation monégasque dans les 10 dernières minutes, parce qu'ils vont pousser, parce qu'ils seront obligés quand même d'ouvrir leur compteur points. Et je sens un match nul un peu frustrant, mais un match nul.
Écoute, moi je vais prendre un risque, premier risque de la saison, victoire de Metz 1-0. Je prends le parti de mettre un nouveau but pour Habib Diallo, qui peut être soit du fait d'un penalty, puisque on n'a pas encore eu de penalty, et Monaco est une équipe qui, comme elle est un peu maladroite défensivement parlant, peut nous donner un penalty, et puis en plus on a domicile. Ah bah oui. Et surtout, pourquoi je dis Habib? Parce que c'est une équipe qui a actuellement de très gros problèmes défensivement, que ce soit sur les jeux de centre notamment. Et je me dis que sur les jeux de centre, si Habib est dans la surface, vu les carences qu'a actuellement, qu'ont actuellement les joueurs de Monaco dans la surface, on a pu le voir un peu aussi quand même les difficultés qu'ils avaient face à Lyon. Notamment le premier but encaissé marqué par Dembélé. Je me dis que Habib peut tenter aussi de marquer dans la surface. Donc je dis 1-0 pour Metz, but d'Habib Diallo. Nous avons fait le tour, Grenade Forever. Je pense qu'on n'a pas grand chose d'autre à dire. Si tu aurais une dernière pensée pour ce match, un dernier mot qui... voilà. Allez, Metz. Allez, Metz, c'est terrible. Moi, je souhaite... c'était... on est tous contents du enfin premier match de la saison à domicile. Et... Une belle fête. Une belle fête pour le premier match quand même, il faut le dire, sans la tribune sud. Donc je suis curieux de voir comment ça va se passer. Ça risque d'être une ambiance différente et j'espère que ça va bien se passer. On espère que ça va bien se passer également. Et on vous dit merci à tous, de ceux qui nous écoutent jusqu'au bout et ceux qui nous soutiennent tous les jours. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.